propose d'attendre encore une minute et on va commencer. Donc ce webinaire s'inscrit dans la continuité de tout le travail du collectif SMPS depuis le début de semaine et puis antérieurement depuis 2 ans. On va se le expliquer pour cette transposition de la haute fonction publique. Vous étiez très, 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 très nombreux lundi. Vous étiez très nombreux mercredi. J'imagine qu'on sera un peu moins nombreux. Oui, on est moins nombreux. On est 27 pour l'instant. À la même heure, lundi et mercredi, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ce qui veut dire que la pédagogie fonctionne entre deux. Et on vous en remercie. Sur l'organisation des prises de parole, il va y avoir une présentation d'un diaporama qui permet d'appréhender l'ensemble de la réforme. Il y en a pour probablement une vingtaine de minutes, c'est ce qu'on a fait lundi et mercredi. Par ailleurs, diaporama qui prend en compte aussi vos remarques de lundi et mercredi. Et on va ensuite faire un temps d'échange. Donc, vous pouvez nous poser toutes vos questions, on y répondra. Pour l'instant, on a toujours réussi à répondre. J'imagine qu'on pourra aussi y arriver aujourd'hui, enfin, du moins, je l'espère. Voilà, c'était une question de 40 76 634. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et tous. Bonjour Clément. Bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Bon, ça monte encore, même s'il y a moins de participants. Bon, je vous propose de commencer, si vous en êtes d'accord, 13h03. Je vous remercie infiniment d'être connectés. Je remercie aussi les élus directeurs d'hôpital du SMPS d'être présents. Vous avez Nicolas Salvi, Clément Tribalo, Lucie Albagnac, Catherine Ladger qui va se connecter bientôt. Et on a bien sûr notre déléguée nationale, Corinne, qui est à la manœuvre sur le PowerPoint. Il y a eu la question, donc je le redis pour ceux qui se sont connectés entre deux. Je vais vous présenter un PowerPoint probablement pendant 15-20 minutes sur la réforme, ce qui permet d'appréhender, je l'espère, dans sa globalité, la réforme historique du statut des directeurs d'hôpital. On va y venir dans quelques secondes. Et après, on va avoir un temps d'échange et je laisserai totalement la parole à Lucie, Clément et Nicolas pour répondre à toutes vos questions. Je serai bien sûr là aussi, mais le travail est collectif. Euh, on y va. Sur la première diapo, il y a 3 diapos de présentation de qui est le SMPS. Je vais très rapidement, mais quand même, on se le redit en introduction. Vous n'êtes pas nulle part ici dans ce webinaire. On est le seul syndicat qui représente tous les managers de la FPH et exclusivement de la FPH, c'est-à-dire qu'on n'est pas une centrale avec tout le respect que je leur dois, le CFDT, FO, etc. On est vraiment typique, nous, de la fonction publique hospitalière et encore plus typique que les managers. On est autonome et indépendant, on est affilié à l'UNSA, mais parce qu'on est obligé, et on les en remercie parce qu'ils nous aident dans certains dossiers, parce que les lois sur la représentativité syndicale nécessitent d'être présents dans les 3 fonctions publiques, ce qui par essence n'est pas possible avec le premier point. Donc on s'est affilié à l'UNSA, ça se passe très très bien, ils nous garantissent notre autonomie et on les en remercie infiniment. La particularité du SMPS, c'est qu'on construit nos positions à partir des remontées terrain, avec des positions qui sont fermes et toujours constructives. On est un syndicat, mais en même temps, on est sur un registre de lobbying associatif pour être ferme mais constructif auprès des pouvoirs publics. Et grande particularité, c'est que nos élus, donc Lucie, Clément, Nicolas, moi-même, ce sont des fonctions que nous exerçons à titre bénévole en plus de nos métiers, nos vies personnelles respectives et nous exerçons vos métiers sur le terrain. Ça me permet de le redire, c'est une particularité du SMPS où on a fait le choix que notre temps syndical, issu des élections, soit auprès de délégués nationaux, de permanents, qui nous aident dans nos fonctions, mais nos élus sont des professionnels comme vous qui connaissent ce qui se passe sur le terrain, et je pense que c'est ce qui nous donne aussi de la crédibilité auprès des pouvoirs publics. Sur la dia suivante, juste vous dire aussi que le SMPS, c'est du concret pour tous, et pour tous les managers. Je me permets de le glisser, il y a finalement un grand absent sur ces 20 dernières années en termes de revalorisation ou de réforme statutaire, ce sont les D3S, ce qui prouve par ailleurs que le discours ou la volonté de fusionner a permis simplement que les D3S soient au bord du chemin depuis 20 ans, contrairement aux autres catégories. Mais on va y revenir dans notre présentation.
bien sûr. Ce qu'on vise, c'est la juste reconnaissance de chacun de nos managers et une égalité interfonction publique. Je donne l'exemple des directeurs. On demande juste qu'ils soient considérés comme faisant partie de la haute fonction publique, que ce soit des DH, des 3S ou des DS, comme les administrateurs de l'État dans la FPE. Et on souhaite que les ingénieurs, les attachés et les cadres soient reconnus comme les ingénieurs, attachés et cadres des autres fonctions publiques. Et c'est aussi la force du SNPS, c'est que dans les syndicats dits transversaux, il est très mal vu de faire des comparaisons interfonctions publiques, si vous ne le savez pas, je vous le dis, parce que ça peut être vu comme critiquant un autre versant. Alors que nous, ce n'est pas le propos. On dit juste qu'en comparant les interversants, nous pouvons voir des écarts et donc essayer d'aller chercher le meilleur pour la fonction publique hospitalière. Et on peut se permettre de le faire parce que justement, on n'est que propre à la fonction publique hospitalière. C'est-à-dire qu'on peut se comparer à la FPE, la FPT, on n'a pas d'adhérents chez eux. Sur la dia suivante, on va rentrer presque dans le vif du sujet. Vous parlez de cette réforme de la haute fonction publique de manière générique. C'est une réforme qui a été appliquée pour la FPE en 2021 et immédiatement le SNPS a agi pour demander sa transposition dans la FPH. Notre particularité, c'est que nous sommes la seule organisation syndicale à avoir participé de manière constructive. Je pense qu'il faut se le redire, re-redire, en on, c'est-à-dire dans les réunions officielles et en réunions officielles, sans quitter la table des négociations. Alors, et donc, on est une particularité dans cette séquence de 2 ans, c'est que les autres organisations syndicales demandaient unanimement la fusion des 3 corps de direction D3S, DS, DH, et non pas la transposition comme vous allez la voir dans quelques secondes, et qui est très favorable. Pour autant, nous, notre position est claire, c'est que là, c'est qu'une première étape pour les directeurs d'hôpitaux, et vous allez voir, et je vais être vigilant à bien l'expliquer à chaque fois, ça permet demain de cranter des éléments de transposition pour les D3S et les DS. Notre position est claire. Au SNPS, nous travaillons, nous, pour les collègues et pour le service public. Nous pensons que pour le service public, il faille des compétences particulières pour le secteur social et médico-social, donc des éducateurs de l'encadrement et des directeurs. Nous pensons la même chose pour la ligne soignante, des infirmiers, des cadres de santé, des cadres sup et des directeurs des soins. Et nous pensons la même chose pour l'hôpital avec les directeurs d'hôpitaux. Ça n'empêche pas des opérations de détachement, intégration dans un sens ou dans l'autre. Mais on a besoin de ces 3 métiers, donc on a besoin de 3 statuts qui soient demain dans la haute fonction publique, mais il ne faut surtout pas les fusionner. Ce serait faire disparaître ces spécificités, nos métiers, et aux dépens du service public. Donc concrètement, pour cette réforme au 1er janvier 2026, je vous la confirme parce qu'on a encore eu cette question ce matin, le SNPS, c'est le seul syndicat qui a voté la réforme que vous allez voir dans quelques secondes. C'est le seul syndicat qui a voté la réforme, les autres ne s'en sont pas abstenus, ils ont voté contre. Et vous allez vite comprendre que c'est une réforme historique pour les directeurs d'hôpitaux et plus globalement pour la haute fonction publique. Et elle permet, je le redis, de cranter la suite pour les D3S et les DS, ce que nous avons commencé à demander et nous allons continuer à le faire dès le mois de janvier, bien sûr. Bon, je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous voyez, j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet avec vous, vous redire, hein, c'est bien une réforme qui a été permise et sauvée par le SNPS. Et ce webinaire rentre dans une séquence où vous avez d'autres outils complémentaires. Parce que la réforme, elle n'est pas si simple que ça. Je pense aussi que c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de monde en début de semaine, mercredi, aussi aujourd'hui. Vous avez des simulateurs indiciaires et indemnitaires à télécharger sur le site du SNPS. C'est les seuls qui existent actuellement. Ils sont en Excel. Il faut activer les macros. Et ils sont en open source, c'est-à-dire que vous pouvez bouger les données, vous pouvez, si vous voulez, ouvrir les colonnes, les lignes, et essayer de comprendre plus la réforme mathématiquement si vous le souhaitez. Comme ça, tout le monde est libre d'avoir cette réforme, c'est votre réforme. On a des webinaires, donc on fait aujourd'hui ce 3e webinaire pour accompagner. En parallèle, on répond aussi à vos questions individuelles, vous êtes nombreux à nous saisir et on vous en remercie. Et depuis hier, vous avez en ligne le guide du nouveau statut des directeurs d'hôpitaux qui est très pédagogique, qui est accessible sur notre site ou bien sur en ligne. Alors oui, il y a un simulateur d'une autre organisation syndicale uniquement indiciaire et pas en open source. Donc vous n'avez pas les modalités de calcul, vous ne pouvez pas vous en servir. Nous, on a fait le choix de rendre la démarche totalement transparente et accessible pour tous. Et vous verrez très vite que l'essentiel de la réforme est sur l'indemnitaire. C'est-à-dire être sur l'indiciaire et pas parler de l'indemnitaire, c'est franchement arrêter le repas au pré-apéro. Sur la dia suivante, pour avoir une comparaison.
Euh, on marche sur deux jambes, comme dit Nicolas. Voilà, il me rappelle les propos les plus politiquement corrects. Euh, la présentation, on y rentre en 5 points. On va vous parler de la réforme indiciaire qui est assez facile à comprendre en 2 slides. On va vous parler des principes de la réforme indemnitaire en 4 diapositives pour qu'on comprenne tous ensemble comment ça marche, pour après se jeter dedans. En 3e point, on va parler de l'IFSE, donc la partie fixe, mais qui peut évoluer, et le CIA, qui est la partie variable. Et on va vous proposer quelques simulations types. Il y en a un peu plus dans le guide. Et bien sûr, au travers des simulateurs, vous pourrez en faire bien d'autres chez vous, seul, avec vos amis, vos collègues. L'indiciaire, on y va. Vous voyez, c'est une organisation en 3 grades, premier, deuxième, troisième grade, avec beaucoup d'échelons, 30, 32, 30 échelons. Ce qui est important de retenir, c'est que nous avons obtenu déjà sur ces 2 premières colonnes la même structuration que pour les administrateurs d'État. Ce n'était pas gagné. Et le SNPS a obtenu, grâce à ces différentes propositions et son travail, le troisième grade, qui nous était initialement refusé. Une remarque, ce troisième grade, et je vais commencer par celui-là, il faut au moins une mobilité dans un emploi de niveau 1 pendant 2 ans, je le traduis, dans les plus gros CHU de France. Donc vous voyez, c'est une condition d'accès extrêmement restrictive, parce que ce n'est pas parce que vous l'avez fait que vous serez pour autant admis au troisième grade. Il faut savoir que dans la FPE, c'est une trentaine ou une quarantaine depuis 2 ans seulement par an de candidats qui sont admis au troisième grade. C'est vraiment des happy few, hein. Et vous verrez, on aura la même remarque tout à l'heure sur le plus haut niveau indemnitaire. Néanmoins, il était important pour nous d'obtenir la même architecture parce que demain, comme dans chaque réforme, l'accession au troisième grade va se détendre et on pourra faire rentrer d'autres collègues dans ce troisième grade avec des conditions plus faciles. Les indices sommito, je ne rentre pas dans le détail, vous allez voir dans quelques secondes, mais en résumé, c'est beaucoup mieux que les indices actuels. On a abandonné par ailleurs les hors échelle, les lettres, pour être des chiffres sur des indices totalement chiffrés. L'essentiel de la carrière se passera dans le deuxième grade, où les conditions sont, vous le voyez, 6 ans d'ancienneté, et il faut faire une mobilité qui a précisé dans les lignes directrices de gestion qui sont à définir. On y reviendra tout à l'heure. Donc, au niveau indiciaire, vous pouvez, en théorie, faire toute votre carrière au premier, deuxième ou troisième grade. Vous voyez le nombre d'échelons, vous voyez les indices sommitaux qui sont plus élevés que les statuts actuels. D'ailleurs, on vous le prouve sur la diapo suivante. Sur la diapo suivante, on vous le prouve. On a comparé les statuts de 2005 et le statut de 2026. Et vous pouvez voir en résumé que les indices d'entrée et sommito sont beaucoup plus importants. Donc en indiciaire, en résumé, on est gagnant. On est gagnant. Le gain moyen en indiciaire mensuel dès janvier 2026 pour tous les collègues, c'est un gain moyen de 150 euros brut par mois. Une autre remarque, c'est que l'avancement d'échelon, vous l'avez vu sur la diapo juste avant, l'avancement d'échelon est de 18 mois. Vous verrez qu'il peut réduire selon l'emploi supérieur occupé ou non. Et donc, c'est entre 12 et 18 mois. Entre 12 et 18 mois, 12, 14 ou 16 pour les emplois supérieurs, 18 mois pour les emplois du corps non supérieur. On prend un échelon, et un échelon, vous le savez, c'est en tout cas sur ce nouveau statut, c'est pareil, c'est 150, 200 euros brut par mois. Donc, on a un avancement beaucoup plus lisse dans le temps et très profitable, et ceci dès le 1er janvier 2026. On a un effet indiciaire qui est utile. Une remarque, j'en profite, je m'y suis engagé. Vous voyez que là, on pourra demander la même réforme pour les D3S et les DS, mais sans le troisième grade. Pourquoi? Parce que le troisième grade, vous avez compris que c'est pour les plus gros CHU. Ce n'est même pas pour tous les CHU, hein, c'est pour les plus gros directeurs généraux de CHU. Donc, il y aura une adaptation de la réforme à faire, c'est que ce troisième grade pour des DS, D3S est certainement à supprimer. Par contre, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas le premier et le deuxième grade à l'identique. Une dernière remarque, vous voyez apparaître la classe exceptionnelle, le grade transitoire, qui est le grade dans lequel va être transvasée la classe exceptionnelle. On ne rentre pas dans le détail sur l'indiciaire, sur le reclassement que chacun aura au 1er janvier. Vous prenez les textes, c'est très très bien expliqué. Et puis dans la vraie vie, le CNG va faire les reclassements indiciaires par décret. Il faudra juste vérifier, par arrêté, pardon, il faudra juste vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc on ne va pas passer du temps à vous expliquer les reclassements. L'important, il nous semble, c'est la dynamique. Alors du coup, l'indiciaire, c'est déjà positif. Mais l'ultra positif, c'est l'indemnitaire. Alors, pour comprendre l'indemnitaire, d'abord, regardons ce qui se passe sur les emplois non supérieurs, les emplois du corps. Dans les textes, vous avez un découpage en
4 groupes. Vous les voyez ici à l'identique. Alors, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est déjà de vous dire que ce découpage est au mot près le découpage proposé par le SMPS. Donc, en négociation, bien sûr, avec le CNG et la DGOS sur ce qu'on pouvait, ce qu'on devait faire. Euh, En résumé, plus vous avez de responsabilités, plus vous montez vers le groupe 1. À l'inverse, plus le périmètre va être plus réduit, plus vous allez être vers le groupe 4. Il y a un arbitrage à prendre, vous l'avez compris, par les chefs d'établissement sur, par exemple, quand on prend les directeurs de site, est-ce que vous êtes groupe 3 ou groupe 4? Ces arbitrages vont être à prendre au vu de lignes directrices de gestion que nous devons maintenant écrire avec le CNG d'ici la mise en œuvre de la réforme. Sur la dia suivante, vous allez maintenant voir ce qui se passe pour les emplois supérieurs, qui sont classés en groupe, deuxième colonne, et en niveau, première colonne. Il y a même un niveau 4 pour quelques emplois, on ne l'a pas mis là par souci de visibilité. Euh, Une remarque aussi, le niveau 1, vous voyez apparaître la liste des plus gros CHU d'ailleurs, des plus gros DG de CHU, bien sûr en taille d'établissement, je ne parle pas de leur corpulence. Ce niveau 1 a été obtenu par le SNPS. Je remercie aussi la CNDG CHU qui a fortement poussé. Et c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que ce qu'on voulait, c'est avoir vraiment la même chose que l'administrateur d'État. On ne voulait pas avoir une réforme de la haute fonction publique Canada Dry, quoi. On l'a obtenu et on a réussi. Et un gros travail de la conf des DG de CHU a permis de rentrer beaucoup d'emplois sur ce niveau 1, ce qui n'était pas gagné initialement. Alors, je ne rentre pas dans le détail. Vous avez niveau 1, niveau 2, niveau 3. En gros, c'est sur la taille de l'établissement. Plus l'établissement est gros en termes budgétaires, plus vous allez avoir un emploi de niveau élevé. Alors, vous devinez que sur les groupes, les emplois non supérieurs ou les niveaux emplois supérieurs, vous devinez que plus votre niveau, votre groupe sera élevé, plus il y aura un impact indemnitaire favorable. On va le voir après. Donc là, on est sur vraiment la compréhension de la logique de la réforme. Sur la diade suivante, vous dire aussi que nous avons obtenu la création de 92 emplois supérieurs, en plus de l'existant. Il n'y a plus de contingentement, pour ceux qui sont dans les emplois supérieurs, ils le savent, c'est qu'il y avait des seuils budgétaires et un contingentement. C'est-à-dire s'il y avait déjà 100 emplois et que le seuil était à 100 emplois, le contingentement, si quelqu'un devait rentrer dans ce seuil, eh ben on en sortait un autre. Là, c'est fini. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et en plus, il y a 92 emplois supérieurs en plus. Grosso modo, il faut se dire qu'il y a généralement, et c'est même certain, je pense que c'est le cas pour tous les CHU, il y a toujours un emploi sup en plus pour un CHU, au moins. Deuxièmement, dans tous les CH ou groupes hospitaliers, direction commune ou groupes fusionnés, à plus de 300 millions d'euros, il y aura 2 DGA emploi supérieur. Donc, s'il y en a déjà un, par exemple là où je travaille, il y en a déjà un, il y en aura donc un deuxième. Et en plus, on a la création de 10 administrateurs de auprès du CNG qui sont des emplois du type conseillers généraux des établissements de santé pour ceux qui sont sous gène, qui vont permettre d'intervenir parce qu'on avait un besoin et le CNG, et on les a soutenus là-dedans, avait besoin d'avoir des temps pleins directeurs d'hôpitaux pour ces missions. Donc vous voyez, la réforme, elle est aussi favorable en volume. Et l'indemnitaire, selon ce groupe d'emploi, selon ce niveau d'emploi, si on a emploi sup, à chaque fois, c'est l'application du RIFSEP. C'est une application avec un IFSE masculin qui est fixe mais qui peut évoluer et un complément indemnitaire annuel qui est variable. C'est les deux parts. Je m'arrête aussi à 2 secondes avant qu'on rentre dans le détail de l'IFSE qui est plus compliqué à comprendre, le CIA qui est plus facile. Juste vous dire que là, on voit aussi que cette dynamique de groupe d'emploi, elle est totalement reproductible chez nos collègues D3S et DS. Elle est totalement reproductible. C'est pour ça que c'est très bien d'avoir pu avancer. Par contre, sur le niveau d'emploi, les emplois sup, elle n'est pas reproductible à l'identique. On sait bien que chez les DS et les D3S, sans rentrer dans le détail, on a des dynamiques de cotation d'emploi qui ne sont pas les mêmes, on ne peut pas aller sur le budget, et qu'il va falloir se mettre d'accord sur le niveau d'emploi. Par ailleurs, et vous le verrez tout à l'heure dans l'IFSE, il y a aussi, excusez-moi, est-ce que je vois le message, il y a aussi des suppléments indemnitaires, et on sait que c'est chez les D3S qu'il y a beaucoup de chefferies d'établissement qu'il faudra valoriser. Alors, des collègues nous ont rejoints, 35 collègues d'un coup. Vous arrivez au moment où on rentre dans l'IFSE. Donc, là, c'est arrivé sur. Alors, désolé, toute la réflexion préalable qui est l'explication de dynamique. Alors, juste avant de rentrer dedans, je le redis pour les collègues qui viennent de se connecter, et d'abord, je les remercie pour leur confiance. La dynamique, c'est un classement de 4 groupes d'emplois sur l'indemnitaire pour les emplois non supérieurs. Il y a des grandes lignes qui ont été décidées dans les arrêtés
il faut maintenant les préciser, parce que parfois, je donne l'exemple du directeur de site, il peut être groupe 3 ou groupe 4. Ces règles vont être précisées avec la DGOS et le CNG dans les semaines qui arrivent. Et il y a 4 niveaux d'emploi pour les emplois supérieurs. La logique étant que plus vous avez un groupe d'emploi ou un niveau d'emploi élevé, plus votre indemnitaire en plafond, en plancher plafond et donc touché sera élevé, euh, tout simplement. Donc, du coup, dans cet indemnitaire, il y a deux blocs, IFSE, CIA. On rentre sur l'IFSE, vous voyez, 8 diapos, c'est le plus compliqué à comprendre. Et cette diapo-là est la plus importante pour le stock. J'imagine qu'il y a beaucoup de collègues qui sont déjà en poste, c'est ce qu'on appelle le stock. L'IFSE, que vous toucherez au 1er janvier 2026, donc à la fin du mois de janvier 2026, sera mensualisé, puisqu'on la touche au mois. C'est un pléonasme ce que je viens de faire. Je vous prie de m'en excuser. Donc, cette IFSE, comment on va la calculer? On va la calculer pour ceux qui font des gardes, donc des suggestions, c'est la partie gauche de cette diapo, en prenant votre part R, en y ajoutant votre part F et en ajoutant votre NBI. Alors, on a critiqué, bien sûr, et avec les autres organisations syndicales, pour le coup, le fait que la NBI soit incluse désormais dans de l'indemnitaire. On bascule de l'indiciaire dans l'indemnitaire. C'est très critiquable. C'est ce qui s'est fait néanmoins au niveau de la FPE, et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que les indemnitaires sont très élevés. Et je me permets de le glisser pour ceux qui nous ont rejoints. Le tout début de la présentation, on a parlé de l'indiciaire en 2 diapos. En résumé, l'indiciaire est déplafonné fortement par rapport à maintenant. Et on va tous gagner en moyenne 150 euros brut de plus par mois en janvier. Donc, vous voyez, on perd la NBI, mais on a une revalorisation indiciaire. Je reviens sur l'IFSE. Donc, partie gauche, R, F, NBI, ensemble, c'est votre IFSE. Donc, c'est un truc à bien capter, c'est que ce qui était variable avant, la part R, devient une part fixe dans votre IFSE, une partie de votre part fixe. Et vous rajoutez toujours le logement ou l'ICL. C'était un gros combat parce que longtemps on nous a dit que ça pouvait être remis en cause, etc., etc. Je ne rentre pas dans le détail. On l'a obtenu et c'est très bien parce que je rappelle que nous sommes disponibles, vous le savez tous, H24, 365 jours par an. Ou bien, deuxième hypothèse, si vous n'avez pas le logement ou l'ICL et donc il n'y a pas de garde derrière, parce que c'est les textes, lorsqu'il n'y a pas de garde de direction qui sont effectuées, votre IFSE sera votre par R, par F, par NBI, comme pour les suggestions, mais vous rajoutez votre doublement de par F. Je prends l'exemple des collègues, par exemple, à la PHP, c'est ce qui touche, pour ceux qui ne prennent pas de garde, c'est R, F doublé et NBI, et bien tout ça, ce sera l'IFSE. C'est la diapositive la plus importante à comprendre sur l'IFSE. Voilà comment on va rentrer dans le dispositif. Sur la dia suivante, maintenant la question pour les EDH, ou demain les futurs EDH et DH. L'IFSE sera égal au montant socle, c'est-à-dire le montant plancher du groupe d'emplois concerné. Alors, si vous avez bien écouté, il y a 4 groupes d'emplois pour les emplois non sup, 4 niveaux d'emploi pour les emplois sup. Donc, a priori, ils vont rentrer, la plupart, la très grande majorité, sur le plus bas groupe en début de carrière, donc le groupe 4. Auquel cas, leur montant socle d'IFSE, ce qu'ils vont toucher, le montant qu'ils vont toucher sera le montant d'entrée, le montant socle. Et c'est important de se le dire, pourquoi? Vous le verrez tout à l'heure dans les simulations. Le montant socle d'IFSE du groupe 4 est bien supérieur à la PFR d'un directeur d'hôpital classe normale, même après quelques années d'expérience. On va y revenir tout à l'heure. Sur la dia suivante, l'IFSE minimal dépend du grade pour les emplois non supérieurs. Donc, vous voyez bien sur la partie gauche, première colonne, apparaître les trois grades de l'indiciaire. Souvenez-vous, on a parlé de l'indiciaire où on gagnait 150 euros brut en moyenne en plus par mois. Et il y avait 3 grades. Et plus le grade transitoire pour ceux qui sont en classe exceptionnelle. Arrêtés de reclassement qui vont être faits par le CNG qui fait un travail extraordinaire. Alors, une remarque, c'est la petite ampoule qu'on vous a mise. C'est là, vous touchez du doigt une des nombreuses raisons qui fait que la réforme indemnitaire et la réforme indiciaire sont liées. Parce que l'indemnitaire ici de l'IFSE est lié à l'indiciaire au grade occupé par les collègues. Donc, vous avez les montants qui sont mis ici, et vous voyez ici les montants minimum. Montant minimum, si vous avez le logement ou si jamais vous avez l'ICL, deuxième colonne, et le montant minimum si vous n'êtes pas logé. Les montants non logés sont les mêmes que les administrateurs d'État. On a obtenu l'alignement total. On a
était contre le rabattement que vous voyez ici. On a eu un moins 20% entre la colonne de droite et la colonne du centre, à partir du moment où on était indemnisé ou logé. Nous étions contre cet abattement parce que la contrainte de garde est bien en plus. Donc on devrait tous avoir le même montant et avoir un plus pour les gardes. Mais en résumé, l'État ne souhaitait pas qu'avec valorisé, on gagne plus qu'un énarque. Je vous dis en 2 secondes. Alors, il n'en demeure pas moins qu'on est contre cet abattement, mais il est présent. Et il n'en demeure pas moins que si on valorise l'ICL ou le logement, on arrive à un montant supérieur au plafond de l'IFSE. Et ouais. Peut-être pour Et répondre à la question, les préfets, n'oublions pas que les préfets sont dans une même logique. Ils ont aussi un abattement de leur plafond d'IFSE. Je t'en prie, Nicolas. peut-être pour répondre à la question sur le fait que potentiellement on les ferait gratuitement, plus vous êtes élevé en termes de grade, plus l'abattement évidemment va être important et donc oui, l'impact de l'abattement des 20% va correspondre à une sorte de limitation de la valorisation de la garde, de la réalisation de la garde et donc de l'avantage dit logement ou de l'ICL. Donc ça, c'est un des combats faudra continuer de mener, notamment pour limiter cet abattement au maximum. On l'a déjà fait réduire, puisqu'initialement, il était plus élevé que 20%. Et donc notre enjeu, ça sera de garantir une forme d'équité entre une réalisation de garde par un directeur d'hôpital de troisième grade et la réalisation de garde par un directeur d'hôpital du premier grade, qui est là, cette fois-ci, l'abattement est donc forcément moins élevé, donc plus valorisant. Et juste pour compléter ton propos, Nicolas, on a même eu des scénarios cet été avec des abattements en fonction du lieu d'exercice, en fonction par rapport à l'ICL, au regard de est-ce que on était dans une métropole, pas une métropole. Enfin, on a quand même eu des scénarios encore plus baroques qui ont été proposés par l'administration et que nous avons, voilà, sur lesquels nous nous sommes opposés assez fortement pour arriver à cet abattement de 20% qui est certes insatisfaisant, mais quand on se compare au reste de la fonction publique, on peut dire que c'est un moindre mal puisque qui a été amené par l'administration, tous les fonctionnaires au niveau de responsabilité qui sont logés ont un abattement entre 20 et 30%. Donc nous, on est à 20. Je me permets, je vois les questions arriver, on y répondra à la fin parce que vous allez probablement avoir des éléments de réponse dans les dias qui suivent. Sur la slide suivante, en résumé, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, même logique, vous avez les socles annuels, donc le montant minimum pour les emplois supérieurs, en niveau groupe, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout ça est très bien repris dans un tableau de synthèse que vous allez voir dans quelques secondes, qui est dans notre guide qui est en ligne. Et je le redis, tout ce que vous voyez là, seul le SNPS a voté pour la réforme. Vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. C'est extrêmement important et historique cette réforme. Sur la dia suivante, cette IFSE, elle augmente. Donc elle est fixe, mais elle peut augmenter. Et elle peut, attention, diminuer. Je vais y venir sur le cas de la diminution. L'augmentation de l'IFSE, c'est au max tous les 4 ans. Ce qui est marqué dans les textes et c'est ce qui s'est expliqué par ailleurs dans la FPE, c'est 10% en cas de changement de fonction et 5% en l'absence de changement de fonction. Donc à nous, dans la LDG, dans l'application, de faire attention qu'on ne nous mette pas à 7,6 ou à 3,1. Au moment où on parle, dans la FPE, ils ont vraiment appliqué 10 et 5. Et c'est plus 20% maximum sur une période de 9 ans. Alors attention, 2 trucs qu'on n'a pas mis dans la diapo pour ne pas alourdir, hein, mais vous l'avez dans le guide et je permets de le glisser oralement. C'est pour les emplois sup. Pour les emplois sup, il y a une individualisation aussi de l'IFSE lorsque vous rentrez dans un poste. C'est-à-dire qu'on peut avoir, au moment de l'entrée dans une IFSE, donc cas de changement de fonction, plus 10%, ça peut aller jusque x3. Vous pouvez avoir un plus 30% lors de l'entrée sur un poste d'emploi supérieur. Donc il y a une forme d'individualisation entre le montant socle et le montant plafond. Il y a une individualisation sur les emplois supérieurs qui est possible. Et deuxième remarque, qui a fait l'objet de questions, remarques, demandes de modification de la part du SNPS, c'est que si jamais vous avez un IFSE d'un montant X dans un emploi supérieur et que par exemple vous basculez dans des emplois supérieurs inférieurs ou un emploi non supérieur, vous ne gardez pas votre IFSE si celui-ci est supérieur au plafond. Vous ne pouvez jamais dépasser le plafond de l'IFSE de votre groupe ou de votre niveau d'emploi. Et donc là, on propose que
comme ça a pu exister dans le statut actuellement ou par le passé, Un qui est un écoute dispositif coussinet. de coussinet, Mm. d'accompagnement. Parce qu'on comprend cette logique et pour autant, il y a des situations personnelles et budgétaires qui peuvent être rendues difficiles avec cette période de transition. Sur la date suivante, donc là, on a repris juste, il est illisible, mais ce qui est important, c'est ce qui est en vert. Le message qu'on veut vous passer, c'est que sur le premier et le deuxième grade, donc ce qui est tout en bas à droite et en vert, c'est que les montants plafonds, parce qu'on est sur les plafonds ici, les plafonds de l'IFSE, pour les emplois sup et non sup d'ailleurs, pour les plafonds de l'IFSE, vous avez pour le premier et le deuxième grade des montants équivalents au plafond des emplois supérieurs actuellement en PFR. Je reformule, vous allez avoir des montants indemnitaires rien que sur l'IFSE qui sont comparables tous à ce que touchent actuellement les emplois sup en PF plus R. On est bien sûr sur le plafond, mais ça veut dire que tout le monde va y arriver. Donc sur l'indiciaire, je me fais juste une synthèse au moment où on est, sur l'indiciaire, tout le monde va arriver au deuxième grade à un échelon comparable à ce qu'ont actuellement les DG dessus, pour mesurer chacun la différence indiciaire en plafond. Et en indemnitaire, c'est la même chose. On a tous la possibilité d'aller sur un indemnitaire équivalent à la PFR des emplois sup. Et vous voyez après que ça monte au-dessus de la bulle verte et jusque tout en haut, bien sûr, pour le DG de la PHP. Une autre marque sur ces plafonds, c'est que ce sont les mêmes que pour les administrateurs d'État. Ça a été aussi un gros combat, mais on l'a obtenu et c'est extrêmement important au vu de nos responsabilités et aussi pour arrimer la fonction publique hospitalière totalement sur la fonction publique d'État. J'en profite, je m'arrête juste 2 secondes pour nos collègues des SD3S. Vous comprenez que sur les montants premier, deuxième grade, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas les mêmes montants d'IFSE pour nos collègues des SD3S lorsqu'ils sont adjoints dans un hôpital ou lorsqu'ils sont en poste. On voit bien que la différence, par contre, à travailler, c'est la question des emplois supérieurs et aussi la question des indemnités spécifiques de chefs d'établissement qui sont beaucoup plus présentes, par exemple, chez les D3S. D'où l'importance de valoriser chaque métier et pas de les fusionner vers le bas et de les faire disparaître. Sur la dia suivante, ou pas. De présentation. Alors, attendez, il y a un petit bug de présentation, le temps que ça se relance. Je vais le prendre, moi, en version sur un autre écran. Alors, on reviendra sur le mécanisme de rotation de l'IFSE, pas de problème. Alors, vous avez normalement sur la dia suivante qui va s'afficher. Sinon, il faut relancer, hein, Corinne, je vais le faire oralement en attendant. Sur la dia suivante, vous avez un tableau complet et récapitulatif. Ce tableau complet vous permet, pour tous les emplois qui existent, voilà, super, voilà, ça reprend. Donc, vous avez dans le guide, alors, ce n'est pas pour nous jeter des fleurs, mais en l'espèce, franchement, il est plutôt bien foutu. Vous avez dans le guide, il est bien foutu tout court, vous avez tous les emplois là. Et tous les emplois avec, si vous êtes logé avec l'ICL, deux premières colonnes, enfin du moins les troisième et quatrième, si vous n'êtes pas logé les colonnes 5 et 6, avec vos montants mini, maxi d'IFSE. Donc ce qui permet très facilement de se dire dans votre carrière, et là tout de suite mise en œuvre de la réforme, où vous allez être. Je me permets de le glisser avant qu'on soit au simulateur. Les grands gagnants sont les classes normales. Généralement, les hors-classes vont se retrouver dans la fourchette, je dis bien généralement, parce qu'il peut y avoir des effets bonus quand même. Généralement, vont se trouver dans la fourchette mini-maxi, donc il n'y a pas un gain immédiat IFSE. Et les emplois sup, généralement, il n'y a pas non plus de gain immédiat IFSE. Donc le gain IFSE immédiat en janvier, par effet d'application d'un plancher plus élevé que la PFR, c'est pour les classes normales et les deux EPH qui sortent. Et vous voyez, je vais le redire, vous voyez pourquoi cette réforme est historique pour les administrateurs d'État et pour les directeurs d'hôpitaux, c'est qu'on arrive sur des montants qui correspondent au marché du travail aussi. Hein. On n'a pas de revalorisation depuis 20 ans, et là on est sur une belle revalorisation qui correspond à ce qu'est le marché du travail au vu de nos responsabilités et de nos compétences. Sur la dia suivante, vous dire que cette IFSE aussi peut être majorée. Je ne reviens pas sur les montants, vous les avez dans notre guide, hein, qui est en ligne. Il y a une majoration possible en cas de direction commune. Attention, on ne peut pas dépasser le plafond de l'IFSE de son groupe ou de son niveau. Et il y a une majoration en cas d'intérim.
et celui-ci est non plafonné. Alors, les montants sont les mêmes et à la demande du SMPS, d'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre une petite ampoule, vous avez un troisième montant qui est apparu, hein, qui est le même que le premier, vous voyez, 580, 390, 580, ou 290, 195, 290. C'est qu'on a fait valoir que lorsqu'on faisait l'intérim ou une direction commune de plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux, ça avait la même complexité qu'un hôpital, hein. Donc, il fallait réussir à compter. On avait même demandé à ce qu'il y ait aussi un quatrième niveau qui soit l'intérim de gros hôpitaux. Je pense qu'on peut tous comprendre que faire l'intérim d'un établissement de 100 millions d'euros ou un 500 millions en plus de son job, c'est pas la même. Là, on n'a pas réussi à obtenir ce quatrième niveau, mais on a obtenu au moins le troisième niveau. Euh, on a fini sur l'IFSE, on va aller sur le CIA qui est super simple, en 2 diapos. Le CIA, vous avez ici le montant maximal annuel pour les 4 groupes et les 4 niveaux. Les 4 groupes emploi non supérieur et les 4 niveaux emploi supérieur. Ce sont les mêmes que pour les administrateurs d'État. Pareil, on est totalement alignés. Donc il n'y a pas de sous-survalorisation de la SPH. On est à égalitaire avec les administrateurs d'État et par ailleurs le marché du travail de manière générale. Alors comment ça se passe le CIA? C'est qu'on aura donc une évaluation par notre évaluateur du pourcentage touché de ce plafond, donc de 0 à 100%, et chaque année, ça peut être 0, 100%, 43 ou 68. Dans la FPE, les retours qu'on a, c'est qu'on est autour de 50% en moyenne, et je me permets de rappeler qu'en dehors des collègues qui sont plafonnés chez les directeurs d'hôpitaux, donc ceux qui n'augmentaient plus, la moyenne est aux alentours de 0,5 sur 1. Vous vous souvenez, entre 0 et 1 dans le statut actuel. Ce qui veut dire que normalement, dans les LDG qu'on va devoir préciser pour accompagner la règle de fixation de ce CIA pour tous les collègues, il y a de fortes probabilités, en tout cas, c'est ce qu'on soit dans la même logique. Si on atteint à 50% de nos objectifs, on a 50% de notre CIA. Et là, vous voyez que les montants sont très importants. Ils peuvent être très importants et se surajoutent à l'IFSE. Ça, c'est en plus. C'est en plus par rapport au statut actuel, par rapport à ce qu'on gagne actuellement. Ce sera perçu au plus tard au 31 mars de l'année N plus 1. D'ailleurs, une erreur dans les dates, c'est. Il y a une. Non, ouais, c'est ça. CIA au plus tard 31 mars de l'année N plus 1. Alors, du coup, on va très vite sur quelques simulations pour essayer de comprendre tous ensemble ce qu'on vient de se dire. Alors, ces simulations sont mises en forme et sont accessibles via nos 2 simulateurs. Vous avez compris que la réforme est complexe. C'est pour ça qu'on a fait 2 simulateurs Excel pour la rendre la plus lisible en open source. Comme ça, vous pouvez vous le prendre et le mettre dans tous les sens pour essayer de comprendre la réforme et voir ce que ça pourrait donner pour vous dans quelques temps. Enfin, on a essayé de se dire que ça pourrait vivre. Et n'hésitez pas à faire vivre l'outil, à nous le dire d'ailleurs. C'est un travail collectif. On va répondre à toutes vos questions après. Il n'y a pas de difficulté. Je vois qu'elles arrivent. On a fait ici un DH classe normale. Ce sont les grands gagnants de la réforme. Pourquoi ce sont les grands gagnants de la réforme, donc les EDH et les DH classe normale? Parce que premièrement, il y a un effet indiciaire. Vous voyez, alors l'exemple qu'on a pris ici, 128 euros de plus par mois avec leur classement dès janvier. Je vous rappelle que c'est 150 euros en moyenne. Et sur l'indemnitaire, il y a un gain. Alors, si on mensualise le CIA, là, on l'a mensualisé pour avoir une idée, hein, mais il y a un gain par effet IFSE plancher qui est supérieur pour toutes les classes normales quasiment. Donc, vous avez un effet rattrapage. Les classes normales vont s'upgrader tout de suite en janvier sur le plancher de leur groupe d'emploi. Et puis, il y aura le CIA qui est encore en plus. Et à la fin, il y a un gros gain. Vous voyez, si on lisse ça, pour avoir un ordre d'idée de ce que ça fait, c'est un gros gain annuel et donc mensuel pour les directeurs d'hôpitaux classe normale. Sur la dia suivante, on vous a montré ce qui se passait parce que si la personne n'était pas logée. Parce que là, on vous a montré sur quelqu'un qui était logé, et là, on s'est dit, on va le montrer avec quelqu'un qui n'est pas logé. Vous pouvez le faire sur le simulateur, hein, vous le verrez. Il y a aussi des gros gains. C'est-à-dire que vous soyez logé ou non logé, vous êtes gagnant. Il n'y a pas de perdant dans la réforme. Alors, peut-être qu'il pourrait y en avoir, mais alors, franchement, ça va être une méga exception parce qu'on a mis le simulateur dans tous les sens et on n'en trouve pas. Donc, faut jamais dire jamais, hein, mais on va être vraiment dans des exceptions malheureusement. Donc, il y a des gains aussi importants pour les classes normales non logées. Je me permets d'aller sur la dia suivante. On a regardé ce qui se passait pour un emploi supérieur. Bah, c'est comme les classes normales, il y a des gros gains indiciaires, indemnitaires ou comparables. En fait, la réforme, pour savoir si la question qu'on se pose, c'est quels sont les gains budgétaires, on peut se faire une courbe en U en se disant qu'il y a un gros gain lissé dans l'année, probablement annuel de plus de 12 000 euros par an.
pour les classes normales et les EDH par rapport au statut actuel. Et immédiatement, on va retrouver ce gain de 12 000 euros par an pour les emplois sup et on va plutôt être sur un gain de 6 000 euros pour les hors-classes. Je reformule encore autrement. Tout le monde gagne environ 150 euros brut par mois en indiciaire. Tout le monde gagne le CIA. Par contre, le gain, et le CIA qui peut être très élevé sur les emplois sup. Par contre, le gain sur l'IFSE dès janvier, il est que pour les classes normales et les EDH. Pour les autres, il va falloir avoir la progression de carrière avec cette augmentation tous les 4 ans maximum ou sur changement d'emploi. Pour terminer, juste quelques mots sur la dia suivante. On va aller très vite sur les dias suivantes. Ou pas. Alors, les points restants à négocier avec les élus EDH. Premièrement, je vais aller très vite. Il faut supprimer l'abattement de l'IFSE-SOC. C'est ce qu'a dit Nicolas Salvi pour répondre à vos questions et Clément aussi. C'est que ce fameux abattement de 20%, alors qui est plafonné après, qui devient un chiffre chez les emplois sup, parce que sinon, sur les emplois sup, ça devient des montants trop importants. Et il y aurait moins que les emplois non sup. En tout cas, il faut le supprimer. Il n'y a pas de raison qu'on fasse plus avec un abattement du plafond. Je vais de rappeler que c'est le plafond qui est abattu et le plancher, et pas l'IFSE perçu. Un point très important. Mettre un dispositif de coussinet pour ceux qui perdent leur emploi sup ou qui descendent et qui ont un IFSE qui serait moindre. Troisièmement, retirer le plafonnement de l'IFSE pour les directions communes. Vous avez vu que là, il y allait avoir un plafonnement au plafond de l'IFSE du groupe ou du niveau d'emploi. Quatrièmement, les frais de déménagement ne sont toujours pas changés. Alors, ce n'était pas l'objet de ces textes, mais je rappelle qu'en gros, un déménagement va être remboursé de 1 500 à 2 000 euros maximum et que c'est plutôt 5 000 euros le prix. Pour une des fonctions publiques la plus mobile de France, on est maltraité. 5. Il faut engager les travaux sur le LDG. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en direct, nous avons en parallèle le CCN qui s'est tenu et le CNG fait un travail extraordinaire. Et a priori, on va avoir les arrêtés de reclassement à côté du 15 décembre pour les emplois du corps, à compter de janvier 2026 pour les emplois supérieurs. On va avoir un projet d'instruction sur les mises en œuvre du RIFSEP. Je redis, à compter du 15 décembre, les arrêtés de reclassement pour les emplois non supérieurs. À partir du 2 janvier, les arrêtés de reclassement pour les emplois supérieurs. Décembre-janvier, en lien avec les organisations syndicales, il y aura une instruction sur les modalités de mise en œuvre du RIFSEP, toutes les questions qu'on a vues ensemble. Et les LDG vont paraître un peu plus de choses, je pense que vous avez compris aujourd'hui, sur le premier trimestre. Donc, on est sur la réforme. Je continue sur ce qui reste à faire. Les cotisations CNRACL à faire évoluer, je ne rentre pas dans le détail. Alors, c'est dans la sémantique, mais hautement symbolique. Initialement, on avait obtenu que tout chef d'établissement s'appelle directeur général. C'est comme ça qu'on vous appelle sur le terrain. C'est-à-dire, les gens ne vous appellent pas chef d'établissement ou monsieur ou madame l'adjointe au directeur. Ils appellent DGE, directeur général, enfin, des noms qui parlent pour faire fonctionner les établissements. Pour l'instant, ça n'a pas été reconnu juridiquement et ça reste une appellation juridique chue. Écoutez, on va continuer à le faire en pratique et j'espère qu'on fera évoluer les mentalités. Sur la dia suivante, et après, les LDG, vous avez entendu le calendrier. Nous avons demandé l'ouverture de groupes de travail pour les D3SDS. Vous avez compris qu'il y a beaucoup d'éléments de la réforme qui peuvent être repris à l'identique. Et en même temps, on doit ajuster des éléments indemnitaires tant pour les directeurs des soins que pour les D3S et à leur profit. Donc, ne pas fusionner, c'est à l'avantage de tout le monde, pour le service public, pour le métier et pour nos statuts. J'oublie pas les ingénieurs en chef qui, comme vous le savez, sont maintenant comparables au statut des directeurs d'hôpitaux. Donc, il faut qu'on aille un peu plus loin, et donc d'administrateurs d'État, des 3S et DS. Et il faut qu'on aille un peu plus loin pour les arrimer aussi à cette réforme. Et plus largement, je rappelle que ce RIFSEP que vous avez vu là doit être déployé chez l'ensemble de la ligne d'encadrement. Le SMPS qui a une ligne claire, qui est le seul à tenir, puisque nous ne sommes pas dans les autres fonctions publiques. Et nous pouvons nous permettre d'attaquer par cet angle qui, à mon sens, est le meilleur. Nous demandons l'égalité interfonction publique pour la ligne d'encadrement de la FPH sur le régime indemnitaire, donc pour nos cadres de santé et bien sûr nos ingénieurs. La dia suivante, vous redire que c'est une réforme qui a été permise et qui a été sauvée par le SMPS, cette réforme. Cette réforme est historique. Elle va probablement durer une vingtaine d'années. Vous comprenez qu'on a une valorisation importante de nos métiers qui est à hauteur du marché du travail et à hauteur de nos responsabilités. Pour accompagner ces webinaires, vous avez les simulateurs en open source.
Donc n'hésitez pas, vous pouvez en faire des mieux. On est là pour travailler, on est un collectif. Et puis vous avez le guide du nouveau statut qui est en ligne. Voilà, et la dernière diapo, c'est pour vous le redire. Le SMPS, c'est un collectif. Alors, j'ai fait la présentation quasi à une voix pour être efficace en timing, mais je vais laisser les collègues ensuite échanger avec vous tout en étant bien sûr présents. C'est un collectif. Il y a eu un travail extraordinaire de toute l'équipe SMPS, Nicolas Salvi, Clément Tribalo, Catherine Lager, Lucie Albagnac. Et je me permets de vous glisser aussi un travail extraordinaire de tout le bureau national, y compris ceux qui ne sont pas DH, parce qu'on a travaillé avec les DS, avec les D3S, la ligne d'encadrement pour cette réforme, parce que demain, elle arrive toute la FPH à cette réforme de la haute fonction publique, et donc elle tire vers le haut nos responsabilités, et on en a besoin, parce qu'on a des communautés hospitalières qui sont toujours entre le marteau et l'enclume, toujours dans des injonctions paradoxales, et qui font tenir le système de santé et le service public. Donc je me tais, je remercie encore tout le collectif, je vous remercie tous pour votre confiance, et puis on va déjà prendre vos questions par écrit. Je laisse les collègues y aller. Comme ça, je peux reprendre mon souffle. Peut-être juste un complément, Jérôme, sur l'histoire et ce qui s'est passé dans les coulisses, parce qu'on peut vous le dire là maintenant qu'on se voit ensemble. Il y a eu ce fameux Conseil supérieur de la fonction publique le 13 juillet, conseil auquel j'ai pu siéger en tant qu'expert, et j'étais avec Gilles Dufour, notre collègue élu, qui lui était là au titre du SMPS et qui est chargé au titre du SMPS de tous les liens avec l'UNSA. Et donc, il était présent à ce titre au sein de ce CSFPH. Et moi, la veille du Conseil supérieur de la fonction publique, j'ai été appelé par la DGOS qui m'a dit, Clément, là aussi, enfin, ils étaient pas très sereins. Ils disaient, si, ils m'ont dit, si, tous les syndicats votent contre, Bercy écrase la réforme. Enfin, et eux, au niveau de l'administration de la DGOS, du ministère de la Santé, ils étaient inquiets parce qu'ils avaient beaucoup bossé sur ce dossier et forcément, ils voulaient pas se voir faire écraser ce dossier par Bercy qui cherche, comme vous le savez, un certain nombre de pistes d'économie. Et dans le contexte actuel, cette réforme, tant qu'elle n'était pas faite, tant qu'elle n'était pas sortie, on pouvait encore tout écraser. Donc, pour tout ça, pour vous dire que, appuyer le propos de Jérôme, pour dire que le vote du SMPS a été essentiel. Cette réforme, c'était un package. Et en fait, les autres syndicats ont voté contre, en particulier pour la partie indemnitaire. Sauf que voter contre l'indemnitaire, c'était, enfin, ça revenait à voter contre la réforme, puisque c'est une partie essentielle de la réforme. Et comme vous le savez, en CSE, dans nos hôpitaux, bah, quand on vote contre, il faut repasser deux fois. Bah, au CSFPH, c'est pareil, il aurait fallu repasser deux fois. Et vous imaginez bien qu'avec en plus ce qui s'est passé après, et on l'avait senti, la dissolution, enfin les changements de gouvernement, pardon, qui ont eu lieu en septembre, au niveau politique, on avait bien anticipé qu'il fallait à tout prix voter cette réforme le plus vite possible. Donc le vote du SNPS a été essentiel et voilà, chacun après jugera les votes des uns et des autres, mais vraiment c'est important de vous le dire pour que vous sachiez que bah, sans notre vote, cette réforme ne serait pas passée. Et peut-être élément complémentaire à partager, dans le cadre de la commission des statuts, c'est pareil. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par le SMPS. C'est aussi notre responsabilité que de faire des propositions qui sont acceptables et validées par les pouvoirs publics. Parce que si on propose des choses sur lesquelles il n'y a déjà pas d'arbitrage et par Bercy et dans le cadre des réunions interministérielles, c'est comme si on faisait des propositions pour se faire plaisir. Notre objectif à chaque fois était de trouver les voies de passage qui étaient à la fois soutenables au plan financier et acceptables pour valoriser nos statuts. Deuxième élément aussi à peut-être à partager, c'est que dans notre positionnement, on a fait à la fois des propositions de façon très formelle, connues de tous dans les négociations officielles, mais on a évidemment fait un travail de lobbying et d'influence et de transmission de propositions en off. Donc quand vous entendez d'autres structures, d'autres organisations dire qu'ils sont les seuls à avoir travaillé, c'est sûr que quand le texte déjà présenté avait déjà été modifié par nous en première intention, c'est sûr qu'on ne va pas proposer des modifications à quelque chose qu'on a déjà validé avant. Alors, je vous propose, je fais le poseur de questions aux collègues. Donc, je relais les questions du chat. N'hésitez pas à en poser sur le chat ou en live. Première question, chers amis. Pour les personnes avec un doublement, car dans une situation de couple où deux personnes ne pouvant pas percevoir l'ICL,
Comment ça va se passer? Un peu provoque, vont-ils faire des gardes gratuitement? Vous avez la réponse. Que fait-on dans les cas de couple, s'il vous plaît, les amis? Oui, Ouais, bon, alors, je vous réponds, en cas de couple, s'applique les règles qu'on vient de vous dire. C'est-à-dire que si jamais vous avez, c'est très individualisé, si jamais il y a une des deux personnes qui fait des gardes, bah, il va rentrer dans la logique ICL ou logement. Et si le deuxième fait des gardes aussi dans le même logement, bah, il touchera donc l'ICL. Donc normalement, c'est ça qui va être compilé dans les textes qui vont, dans les dans les instructions qui vont. LDG. Dans les LDG. Et pour le moment, on est encore en arbitrage parce qu'il y a des questions qui peuvent se poser si on ne se retrouve pas dans la situation où c'est le doublement de l'APF qui serait pris en compte, c'est-à-dire, de ce que vous a présenté Jérôme, la deuxième partie de droite pour le conjoint ou celui qui est en couple avec un autre DH. Donc ça, c'est encore un sujet qu'on va confirmer dans le cadre des négociations des LDG avec le CNG et la DGES. Pourra-t-on revenir sur le mécanisme d'augmentation de l'IFSE? C'est parfait pour les jeunes. Alors, la réponse est là parce que je n'ai peut-être pas été très clair. Le mécanisme de l'IFSE, je le redis, c'est maximum au bout de 4 ans, plus 10% si vous changez de poste. Donc, votre IFSE augmente de 10% jusqu'à son plafond, hein, de votre groupe ou de votre niveau, ou 5% si vous ne changez pas d'emploi. Et c'est un maximum de 20% sur 9 ans. Il y a une exception, c'est pour les emplois sup. Vous pouvez faire x3 sur les chiffres que je viens de donner. Donc, il y a une forme d'individualisation de l'IFSE. Donc, la réforme, elle est aussi dans une logique de valorisation des postes considérés comme plus complexes ou plus importants. C'est-à-dire que si vous voulez à un moment prendre plus de responsabilités ou que vous voulez avoir plus de valorisation, la réforme vous incite à prendre un autre groupe d'emploi ou un autre niveau d'emploi supérieur pour pouvoir déplafonner. Alors, on a pris nos simulateurs indemnitaires dans tous les sens. Il y a de la marge normalement de quelques années, même pour le stock, avant de toucher les plafonds de nos groupes ou niveaux. Et Est-ce qu'on a ça, répondu à ta je question? complète juste parce que c'est moi qui ai posé cette question. En fait, mon sujet, j'ai compris les 10%, les 5%, les 20%. Simplement, c'est quoi? C'est chaque année, il y a possibilité d'avoir un échange avec non. son évaluateur. Enfin, c'est quoi? C'était ça, parce Alors, que ma question, c'est comment ça marche concrètement? tu peux avoir la discussion chaque année si tu le souhaites. Dans tous les cas, tu ne pourras pas évoluer. Tu peux avoir une discussion, mais c'est une augmentation tous les 4 ans maximum et dans un volume qui ne doit pas dépasser 10% si tu changes de fonction, 5% si tu ne changes pas de fonction, et c'est 20% sur une période de 9 ans sur cette période. Donc c'est qu'en gros, c'est comme si on lissait l'évolution pour éviter des accélérations qui seraient inopportunes ou qui seraient uniquement négociées. Donc, en résumé, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que les hors-classes sur la partie IFSE, c'était. Deuxième grade donc. Ouais, voilà, la deuxième grade, c'est globalement, c'est flat. Enfin, on perd pas, mais on gagne pas si ce n'est sur le CIA. Et donc, si Vous on gagnez pas tout veut, de suite. Vous ne oui, gagnez pas tout de suite, Ouais, mais vous allez ça, gagner ça forcément dépend. Mm. postérieurement. Puisque Ouais, sur les hors-classes, je- ça dépend vraiment où on en est dans la carrière. Il faut regarder, il faut faire le simulateur pour voir. Mais le Ouais. gain sur le Mais CIA, c'est peut-être oui, le gain pour les donc, hors-classes. Alors, on est bien d'accord sur le gain immédiat 2026. J'en insiste, hein, le gain immédiat 2026, tout le monde gagne en indiciaire 150 euros brut en moyenne. Et franchement, rien que ça, je pense que tout le monde peut être content. Mais alors, le gros gain, c'est le CIA pour tout le monde dans un an. Et après, sur l'IFSE immédiat, c'est que ceux qui ne sont pas à leur plancher qui vont le toucher. Et là, c'est les EDH qui vont devenir DH et les classes normales. ceux qui n'ont Pour pas atteint les plafonds enfin ceux qui naturellement ne pouvaient pas atteindre de toute façon les plafonds de leur PFR et qui potentiellement vont faire un gap pour aller tout de suite prendre le montant plancher. C'est ça. Et en tout Pour cas, ceux qui c'est un n'étaient pas au gain. socle, je crois qu'on a tous compris que pour ceux qui n'étaient pas au socle, c'est super. C'est vraiment C'est ça. une très Ouais, grosse voilà. augmentation. Enfin, c'est vraiment parfait en termes d'attractivité. Globalement, c'est quand même pour ceux qui sont là depuis pas longtemps et qui n'ont pas atteint leur part R maximum depuis des lustres, comme beaucoup de collègues. Donc le sujet, je sais pas quel pourcentage, mais on doit être une majorité. Les gens qui ont leur part F plus leur part R au maximum,
Et en fait, on est au-dessus du socle. Et ma question, c'était, et ensuite, ça bouge plus, ça Oui, bouge. ça bouge. Quand on dit 4 ans maximum, c'est pas plus de tous les 4 ans ou forcément tous les 4 ans? Enfin, voilà, c'était plus ça le sens de ma question. Et On va ensuite, le j'arrête. préciser, on le reprécisera, mais il doit y avoir cette évolution sur 4 ans au plus tard. Au plus tard, je ne sais pas si je suis clair, il doit y avoir au plus tard, c'est ça le sens des textes. Et donc l'IFSE va augmenter, votre IFSE va augmenter. Je rappelle qu'une grande partie du corps des directeurs d'hôpitaux est actuellement au plafond de leur part F et R. Donc la réforme déplafonne. À Donc tout le monde va pouvoir augmenter. 22 080. Ouais. Ouais. Tout le monde va augmenter là. Tout le monde va augmenter à horizon les années qui arrivent. Tout le monde va augmenter. Mais, sauf à ce que je me sois trompé dans les calculs, j'ai fait une petite simulation récemment en classe EPS. Euh, Avec le plafond et le grade transitoire, même là, en étant, je dirais, quasiment en fin de carrière, on est gagnant sur l'IFSE tout de suite parce qu'on n'est pas tous au socle de l'IFSE. C'est ça. J'ai regardé, ça fait une différence de près de 3 500 balles de pratiquement 5 000 euros sur l'année. Tout le monde est gagnant sur la réforme. À court terme, l'indiciaire et le CIA, minimum, ça c'est garanti. Et franchement, vu le contexte budgétaire, on n'est pas à plaindre et c'est exactement ce qui est appliqué pour les administrateurs Puisque d'État. on Sur intègre bien. l'IFSE, on est gagnant si jamais vous étiez en dessous d'un socle, donc ça existe, et on est gagnant parce que de toute façon, on va augmenter et on déplafonne fortement. Donc on va tous augmenter et en plus, ceux qui sont au maximum actuellement à leur plafond vont pouvoir réaugmenter. Et naturellement, dès le mois de janvier, vous allez avoir une augmentation naturelle puisque vous allez avoir mensuellement votre PF et votre PR et la NBI qui seront versés mensuellement. Donc dès le mois de janvier, il y a forcément une augmentation, même artificielle, dans le salaire présente. Et après, le CIA viendra se rajouter au plus tard le 31 mars de l'année 2027. On fait un gain de trésor. Ouais. Alors, je me permets d'avancer sur les questions, mais vous comprenez que c'est une réforme vraiment qui est très positive, hein. Il y a des points d'amélioration, on vous les a cités, sur lesquels on va continuer à se battre, mais qui est très positif. Sur CIA, première application 2026, donc au 31 mars, Nicolas avait répondu. Vous pouvez arrêter de dire qu'à la PHP, on ne fait pas de garde. C'était un exemple. C'est un exemple, j'ai quelqu'un que je connais de façon très proche qui ne fait pas de garde à la À la PHP. PHP et dans d'autres établissements, ça peut arriver. Donc, Voilà, on prévoit dans ce d'autres cas de établissements. figure. C'est Ouais. un exemple parmi d'autres. Il y en a dans tous les dans beaucoup Mm. d'établissements. Et juste pour préciser sur l'APHP, donc il va y avoir des réunions avec la direction des ressources humaines de l'APHP. Le SMPS sera présent. Hein, le SMPS sera présent avec les autres organisations syndicales aussi, mais nous sommes organisés pour être présents sur les modalités de déclinaison au sein de la PHP, qui est une grande institution hospitalière avec beaucoup de directeurs. Et donc, voilà, vous pourrez compter sur nous aussi pour être présents en interne au sein de la PHP. Alors, il y a une question sur le montant minimum de l'IFSE. C'est une question j'arrive plus à lire, de Lucie Lefebvre. Alors, si je comprends bien, le point d'entrée est automatique ou est-ce qu'il y a une évolution, une marge de manœuvre de la part du chef? Le point d'entrée est automatique. Le point d'entrée est automatique sur l'IFSE. Vous avez compris que c'est l'application mathématique de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. C'est la réponse à la même question de tout à l'heure. On va garantir le socle de ce que vous avez, de ce dont vous bénéficiez aujourd'hui, PF plus PR plus NBI éventuel. Et à ça pourrait éventuellement s'ajouter une augmentation, mais qui ne pourra de toute façon pas intervenir. Pourra intervenir uniquement s'il y a une modification, changement de fonction, un non-changement de fonction, mais dans un montant limité, et éventuellement une augmentation maximale de 20% sur une période de 9 ans. Une question de notre collègue De Courcelles. Merci pour sa question. Que se passe-t-il sur notre IFSE en cas de changement de poste? Je me permets peut-être de répondre, les collègues compléteront. Votre IFSE, elle est à vous, et vous la gardez, mais vous devez toujours être entre le socle et le plafond de l'IFSE du nouvel emploi sur lequel vous allez. Donc, si vous êtes un IFSE inférieur et que vous bougez, ben, vous gagnez parce que vous collez au plafond. C'est par exemple l'exemple d'aller prendre des emplois qui sont plus cotés, par exemple, dans les emplois supérieurs. Et si jamais vous êtes au-dessus, ben, vous ne pouvez pas dépasser le plafond. Si vous Ça restez dans le vaut, même niveau d'emploi, vous le gardez, hein, tout simplement. Donc, vous gardez votre IFSE, sauf si elle est inférieure au socle, auquel cas vous collez au socle, soit si elle est supérieure au plafond, auquel cas vous rediminuez au plafond. et ça C'est vaut là pour les changements de groupe pour les directeurs adjoints, et ça vaut pour les changements de niveau pour les emplois supérieurs. tous les emplois, tout à fait.
L'IFSE, une question de Valérie Chapelle. L'IFSE F plus R peut-elle être versée dès janvier? Arrêté du CNG, décision du DG. Normal- Normalement, elle sera versée dès le mois de janvier. Et c'est pour ça qu'on attend de bien s'assurer que les LDG sont posés pour savoir comment elles sont Oui, mises en œuvre par arrêté, puisque on aura ce questionnement sur la définition des groupes pour les directeurs adjoints, par exemple. Donc, il faut bien s'assurer que on va devoir faire le travail de mettre chaque personne dans un groupe d'emploi pour les directeurs adjoints. Donc, on sera forcément obligé de le déterminer. Donc, on aura des décisions à prendre sur ce sujet-là. Et ensuite, on a les décisions individuelles qui devront être établies. Peut-être un point de précision très pratique pour les collègues qui sont DRH. Le passage en paye en janvier va être quand même enfin, quasi impossible à date, puisqu'il faut que les éditeurs moulinent, nous envoient les patchs qui correspondent pour passer ça en paye. Donc il y aura sûrement un effet rétroactif le moment venu quand quand les éditeurs seront prêts. Donc là, voilà, on attend du côté des DRH hospitaliers de voir ce qu'il en est sur la prise en compte du réglementaire par les éditeurs de SIRH. Mais de toute façon, il y aura une nécessité d'avoir les LDG pour s'assurer de la mise en œuvre des groupes d'emploi. Tout à fait. D'ailleurs, c'est plutôt tous les échanges qui vont avoir lieu entre adjoints et chefs d'établissement sur ce sujet, il y a plutôt une recommandation de prudence, c'est-à-dire que il vaut mieux, et on ne sait pas encore le contenu précis de DLDG, ça va être négocié avec le CNG, on sera extrêmement présent sur ce sujet, mais dans l'attente, il vaut mieux être prudent dans les échanges par rapport à ce sujet-là, pour pas, voilà, d'un côté comme de l'autre, ne pas être trop pressé d'un côté, et puis du côté des chefs d'établissement, ne pas non plus trop s'avancer tant qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans les LDG. Mm. Mais il y aura sans doute une recommandation de mensualiser la part R dès le mois de janvier. Oui. C'est-à-dire que on maintiendra par F, on mensualisera sans doute la part R de façon transitoire et ceux qui ont une NBI, de toute façon, les verser mensuellement. Donc c'est, à mon avis, le changement qui sera le plus opérant, le plus rapidement possible. Une question de notre cher Armel Drexler. On parle de grade transitoire jusque quand? Euh, jusqu'à retomber Ouais. dans la grille, en fait. Mm. Ouais. C'est une bonne question parce que on n'a pas la réponse, hein, Armel, parce que quand vous regardez bien, le grade transitoire, c'est grosso modo l'équivalent du troisième grade qui est accessible pour des appifions. Donc on sent qu'il n'y Ça. aura plus d'entrée dans ce grade transitoire. Si pour autant on n'a pas les Je suis en train de salut pour Nathalie. être dans le Je suis en troisième train de grade, regarder le webinaire, mais on t'inquiète, risque de c'est rester. terminé, je voyais peut-être Mon que cher j'étais collègue Madame là. Courdan, on vous entend. Donc, en théorie, ça peut être jusqu'à la retraite, mais on sent que ça va se détendre. Les conditions d'accès au troisième grade vont probablement se détendre pour régler ce problème. Françoise qui nous félicite, merci, merci à toi Françoise Vesperini. Le constat après la réforme, question de 40 76 634 de la PHP, de nos amis de la PHP que j'adore, c'est mes voisins et mes amis. Le constat après la réforme de 2012, c'est que les plafonds des parts F et R n'ont plus évolué pendant 13 ans. Comment éviter cet écueil pour que ces nouveaux plafonds évoluent en valeur absolue? Bah, le plafond étant extrêmement haut aujourd'hui, il y a moins de débats par rapport à ce que on a vécu dans le cadre de la réforme de la PFR. Mm. Pour vous illustrer que ces plafonds sont extrêmement hauts, quand vous regardez les plus hauts niveaux des emplois supérieurs, si vous déployez une carrière pleine depuis le début de cet emploi supérieur, vous n'arrivez pas à toucher le plafond. Ce qui prouve qu'il y a deux éléments, c'est qu'il va y avoir une individualisation sur les emplois supérieurs des montants d'IFSE, sinon ces plafonds n'ont pas de sens. Et deuxièmement, ça peut permettre à des collègues d'un seul coup de grimper dans cet emploi supérieur très très haut. Voilà, je me permets d'avancer, d'ailleurs c'est une redite mes deux phrases. On a une question de notre collègue Monsieur ou Madame Diosegui. Quelles sont les conditions de mobilité et comment sera prise en compte les fonctions antérieures pour les DH issus du concours interne? Super question, merci beaucoup. Alors, les conditions de mobilité doivent être précisées dans les LDG. Ça me permet de répondre Ouais. avec les collègues.
Ouais, On alors, attend cette précision. Je t'en prie, ouais, vas-y. sur l'avancement de grade, notamment, c'est un point un point très important, c'est que il est précisé dans le statut que les conditions, l'expérience antérieure sur des postes de catégorie A pourra être reconnue comme une mobilité. Donc, ce qui, voilà, est un avantage pour les collègues issus du concours interne qui ont eu une expérience antérieure. Et donc ça, ce point-là doit être, parce que du coup, ce point-là doit être vu en LDG. Et ça veut dire qu'une fois, si vous avez cette reconnaissance-là, ça vous vaudra la fameuse mobilité qui sera exigée pour l'avancement de grade, et ça vous permettra de rentrer dans les promouvables pour l'avancement de grade. À ce stade, je précise sur l'avancement de grade au deuxième grade qu'il n'y a pas de taux d'avancement de quota qui est indiqué dans le texte. Par contre, si on est lucide, les administrateurs de l'État ont une forme de quota. Nous, on en avait un, malheureusement, hein. Vous savez que c'était un des combats du SNPS dans le précédent statut. Il y a de fortes chances qu'il réapparaisse. Mais du coup, qu'on ait un petit peu plus la main sur son enfin, la main, c'est-à-dire que le CNG est quand même plus de poids dans cette définition de ce quota, et donc on sera très présent. Ce sera nos prochains combats pour que ce quota soit à un niveau qui permette d'arrêter avec l'accumulation du stock qu'on a depuis plusieurs années de collègues qui attendent l'avancement précédemment à leur classe et demain au deuxième grade. Et donc ça, bah, vous pouvez compter sur les élus du SMPS et en particulier ceux qui sont présents ici pour se battre pour ce sujet. Question de notre collègue Fabrice Laurin. Au niveau du CNG, sont-ils en ordre de bataille pour que tout soit prêt? Donc les collègues, je vous en prie. Bah, ils travaillent beaucoup, Ouais. on le sait, et on sait qu'ils sont sous pression, qu'ils respectent le 6 ou 7 janvier. J'ai peine à croire Début. que ça fonctionne. Mais en tout état de cause, continuez de regarder votre compte Saga, puisque c'est par ce biais-là que les premières notifications seront établies, et non pas par mail. Hmm. Fabrice Laurin qui me propose d'échanger avec moi. Alors, j'en profite avec plaisir. Donc, tu peux m'appeler à l'issue, hein, cher Fabrice. Et de manière générale, ces webinaires, ces simulateurs et notre guide accompagnent aussi des conseils et des simulations individuelles. Donc, n'hésitez pas à joindre le SMPS au niveau national. Tous les collègues, on est là pour vous aider, comme toujours. On essaie d'être très présent sur cette réforme parce qu'elle est encore une fois historique. C'est une très très belle réforme. Et puis il y a une deuxième raison, hein, je me le redis, hein, elle a été permise, elle a été sauvée par le SNPS. Hein. Donc raison de plus pour l'accompagner. Cette réforme, c'est la nôtre. Hmm. Parce que regardez, si on avait voté contre, on serait dans le même calendrier que les administrateurs territoriaux. En gros, il ne se passe plus rien avant 2028-2029. On attend les présidentielles. Hein. Donc c'est compliqué, hein, pour les autres. Plus Euh, d'intelligence politique ne fait pas de mal. oui. Pardon. Euh, Notre cher Jean-Michel Scherer, qui nous pose la question de l'ouverture des postes de DGA. Alors, on a une réponse du CCN, alors, qui a lieu en parallèle. Hein. Donc, je pense que les collègues le Piège. savent, mais Mm. je vous le donne d'emblée. La nouvelle liste des emplois fonctionnels sera produite par la DGOS en début d'année. Et leur objectif, c'est de les mettre à pourvoir à compter de début février. C'est l'objectif du CNG. Donc on peut féliciter parce qu'ils font un travail de malade. Hein. Ils ont anticipé la réforme, là, ils sont dessus. Même si ça va être compliqué, ils font un travail de malade. Donc j'espère avoir répondu à ta question, Jean-Michel, avant début février. Des remerciements. On vous remercie aussi, hein, parce qu'on fait ça, parce qu'on voit qu'en région, quand on vous voit dans nos événements nationaux, vous êtes là. C'est ce qui nous porte, hein, parce qu'on fait ça bénévolement pour le collectif. Et on sait que demain, vous allez le faire aussi pour nous. Hein. Tout ça, c'est une grande équipe, hein, le SMPS. Ce sont des directeurs et des cadres qui travaillent les uns pour les autres. Et vous nous portez, et on sait que demain, vous ferez la même chose pour nous. Elisabeth, coucou Elisabeth Calmon, qui nous pose la question de la reprise d'ancienneté. Ah, super. Alors, la reprise d'ancienneté, on ne l'a pas mis dans le diaporama. On ne l'a pas mis non plus dans le guide parce que ça va être un one-shot. Hein, c'est pour janvier, hein, la reprise d'ancienneté. Elle est très bien expliquée dans l'arrêté. Donc, on vous conseille, vous cliquez sur le site du SMPS. En plus du guide, vous avez les textes et vous avez l'arrêté. Et il y a marqué un tableau de 8 pages. On ne l'a pas repris parce qu'on s'est dit que ça servait pas forcément utilement dans une présentation. Et il y a indiqué la reprise d'ancienneté, le cas échéant, pour tout leur classement. Si on a
Et en gros, il y a une reprise d'ancienneté, mais qui varie en fonction de l'échelon sur lequel on est repositionné, qui peut varier de mémoire d'entre 50% de la reprise jusqu'à trois quarts de reprise d'ancienneté dans l'échelon précédent. On a des remerciements. On vous remercie aussi, hein, chers collègues, monsieur et madame de Courcelles, monnaie de jeu aussi, chère Françoise. Ah, Françoise, une question. Le classement dans les groupes d'emploi doit remonter au CNG. Ah, très bonne question. Moi, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas si les collègues savent répondre. C'est une question de Françoise, 14h04. Le classement dans les groupes d'emploi doit-il remonter au CNG? Ben, de fait, il remontera au CNG comme les cotations des postes Ah bah oui, l'étaient auparavant. Ouais. Ouais. c'est vrai, tu as raison. Ça se verra au moins On dans les verra graphes. s'il y a des modalités particulières, mais bon, c'est pas, Et ça, il n'y a dans pas de. toutes les publications d'emploi qui seront Ah oui. faites. Alors, notre ami de la PHP, 40 76 634, c'est Younes Idrissi. Merci Younes, merci d'être avec nous. Et j'espère qu'on se voit bientôt dans les réunions SNPS Île-de-France. D'ailleurs, qui nous remercie dans la foulée. Il n'a pas totalement compris l'évolution de l'IFSE après 2026. Donc, Oui, faut qu'il regarde le guide. Faut qu'il regarde le guide. voilà, allons voir le guide et il peut nous contacter. Et il peut venir à l'Afterwork SMPS Île-de-France. Je rappelle que nous sommes la seule organisation syndicale de la ligne managériale à faire des réunions dans toutes les régions pour se voir, échanger sur nos problématiques professionnelles et être représentatif auprès des ARS. Ça nous permet aussi de remonter la voix du terrain au niveau national. Ce qu'on fait, nous, au niveau national, n'est ni plus ni moins que ce que vous nous dites de faire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez de faire. Alors, le coût de cette réforme, excusez-moi, le coût de cette réforme, je ne la connais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas des montants faramineux pour chacun de nos établissements. En masse, c'est vrai que si on prend au niveau national, ce ne sera pas rien. Enfin, quand on regarde ce qui se passe, par exemple, sur la forfaitisation des astreintes, où ça coûte centaines de milliers d'euros ou millions d'euros par établissement, je passe les mesures du Ségur sur toutes les catégories professionnelles. Là, c'est rien du tout. Hein. C'est rien du tout en termes de coût pour nos établissements. Le coût, c'est 0,05, hein, c'est ça qui a été noté sur l'estimation FHF titre 1. Il y en a plein de remerciements. Et merci à vous, Jessica Dolé, Mathilde Rouze, Françoise, Elisabeth Calmont, Lucie Lefebvre, Céline Vieux, Fabrice qui me laisse son numéro. Juste pour illustrer ce que disait Nicolas, on a estimé à Vierzon, c'est le coût de la réforme des astreintes, c'est 1% du budget total de l'établissement. Voilà. Juste un ordre de grandeur. Ouais. Il y a d'autres questions, les collègues. Du coup, non, c'est. Oui, c'est ça, ouais, c'est juste même enterrer les deux pieds en même temps pour réduire, je sais pas quoi. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on vous remercie infiniment d'avoir participé à ce webinaire. On vous remercie de nous avoir encouragés, conseillés, accompagnés sur les 2 ans de réforme. Parce que la voix qui a été tenue par vos élus, c'est, je pense, la vôtre. Ça nous a porté, ça nous a crédibilisé. Je voudrais vous dire aussi qu'on compte sur vous pour relayer le travail qui a été fait par le SNPS, si vous êtes d'accord. Ça, c'est le placement pour les patients que je demande. Ce qu'on vient de vous dire sur la transposition qu'on souhaite chez les autres collègues, c'est la voix qui est portée par le SNPS. Donc je compte sur vous, si vous êtes d'accord, pour nous Votre question, c'est faire savoir autour de vous, faire adhérer, faire voter SNPS.